Bonjour et bienvenue dans Un propos. Je suis ce soir en compagnie de Martine Biard. Bonjour Martine. Bonjour Régine et bonjour à tous ceux qui participent à cette réunion. Nous vous proposons pour compléter la série des 10 émissions abécédaires de gourmandise réalisées cette année de parler de l'évolution des lieux de restauration, de leur création au Moyen Âge à nos jours. Ceci nous conduira à voir comment la dégustation d'un plat sera plus ou moins valorisée par le cadre dans lequel elle se déroule, s'il est en harmonie avec ce que l'on y sait, car le plaisir gustatif est un tout basé sur la sollicitation des sens. J'ai pour cela rencontré un jeune designer, Pierre-Cyril Laquier, qui nous partagera son expérience dans ce domaine. Et pour terminer, Martine Biard, vous nous parlez du plaisir des yeux que représente une belle mise de table et de son importance pour bien goûter, l'aimer, servir. Vous le savez, vous pouvez toujours nous faire part de vos réactions grâce au compte Twitter de l'émission, #RCF à propos. À propos, Régine Acquier. Martine Biard, professeure, historienne, écrivaine, conférencière, n'est plus à présenter sur notre antenne. Vous avez aimé, si je me fie à vos réactions, la série d'émissions sur l'abécédaire de nos gourmandises, dans laquelle elle revisite la gastronomie française liée à la dynamique des ordres religieux, à la valorisation de la table et au respect des traditions catholiques. Si vous n'avez pu suivre l'abécédaire de nos gourmandises, la série d'émissions est à retrouver sur notre site de podcast rcf.fr. Martine, êtes-vous prête à nous faire vivre l'histoire de l'évolution du manger hors de chez soi? C'est ainsi que tout a commencé, à partir Alors d'un besoin. oui, évidemment. Alors aujourd'hui, quand on évoque le mot restaurant de nos jours, ça peut évoquer aussi bien une pizzeria qu'un resto-route, un restaurant 3 étoiles, une auberge de charme, une bonne brasserie. Mais en fait, pendant longtemps, les cabarets étaient surtout des cafés primitifs, si vous voulez, tels qu'on les connaît aujourd'hui, et ce, dès la fin du XVIe siècle. Et puis, à partir de 1780, les restaurateurs se mettent en place. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le restaurateur et celui qui tient une taverne ou un cabaret? C'est justement les heures fixes et les menus. Donc, les restaurateurs, on peut dire, descendent en droite ligne des cabaretiers taverniers, mais euh, chez les cabaretiers et les taverniers, on avait plutôt l'impression d'une boutique où l'on vendait du vin sous l'Ancien Régime, ou alors d'endroits où il y avait une table et des chaises où l'on pouvait rester un petit moment. Mais en fait, la taverne, c'était un endroit qui ressemblerait plutôt à ce qu'on appelle aujourd'hui le traiteur. Donc, il a fallu mettre en place donc des statuts au fur et à mesure pour toutes ces formes de commerce liées aux produits de bouche. Oui, Et oui, parce que je crois qu'effectivement, ils étaient organisés en différentes corporations. c'est ça. Alors, C'est au début, si vous voulez, dès les années de 1264, c'est-à-dire le XIIIe siècle, un certain Boileau, le patronyme n'est pas une plaisanterie, avait fixé de toute façon les statuts des marchands de vin, mais ils ne furent reconnus comme une corporation à proprement parler, c'est-à-dire on disait à l'époque un corps de communauté, que 335 ans après. Alors on divisa à ce moment-là les métiers donc de bouche entre quatre classes. Les hôteliers qui offraient le gîte et le couvert, les cabaretiers qui vendaient plutôt des boissons, les taverniers qui avaient des tables et des bancs et des chaises et qui donc permettaient en même temps qu'on buvait de manger un petit quelque chose, mais un peu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Eux-mêmes relayés par les relais de poste où on s'arrêtait aussi pour le courrier un peu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y avait toujours table d'hôte, on pourrait dire. Et puis les marchands de vin qui servaient le vin dans des pots où on allait finalement les chercher quand on en avait besoin. Mais on remportait après ce qu'on y achetait. Et puis c'est un nommé boulanger qui a rien à voir avec la boulangerie bientôt, bien sûr, et qui en 1765 a établi à Paris, rue des Poulies, le premier restaurant au milieu donc du XVIIIe siècle.
Et ce monsieur, qui auparavant était un traiteur et qui faisait des livraisons à domicile, a proposé des menus à heure fixe. Et c'est ce qui a fait finalement la spécificité du restaurant. Et à ce moment-là arrive la Révolution française de 1789, et cette révolution a multiplié les restaurants. Non pas parce que il y avait plus de clients qui voulaient aller au restaurant, mais parce que il y avait davantage de professionnels de la table, d'anciens maîtres d'hôtel ou des cuisiniers de grands seigneurs qui voulaient se reconvertir. Et je Parce crois que qu'ils étaient surtout libérés par la mort ou le départ de leur maître. voilà, c'est ça. Leurs maîtres étaient partis la plupart en exil, et évidemment, ces gens se trouvant sans travail à cause de cette émigration, ne sachant plus à quel maître se vouer, se sont installés, je dirais, à leur compte. Et évidemment, on fait profiter à ce moment-là de leur science culinaire. Et évidemment, tout le monde a trouvé que c'était très bien. Ça s'est donc démocratisé. Ils proposaient un service en général très raffiné, ce qui changeait un peu des tavernes et des cabarets. Et surtout, l'accès à un luxe aussi, avec des nappes damassées par exemple, et un large choix de plats dans les menus. Donc évidemment, ça a fait plaisir à la nouvelle classe dominante, où il y avait des gourmets, et surtout ça a rassuré les anciens gourmets qui, qui avaient été habitués à ce qu'on a appelé la douceur de vivre de l'ancien régime, et qui par conséquent avaient peur, si vous voulez, que la révolution dans ces moments quand même assez saisissants, assez même pour certains qui avaient été traumatisants, n'emporte jusqu'à la recette de la fricassée de poulet. Et donc, ils ont été rassurés que finalement, ces anciens cuisiniers qui s'étaient illustrés chez leur maître reprennent, je dirais, le flambeau et fassent profiter à tous de leur bonne recette. On se rend compte que sur le principe, finalement, ça n'a pas bien évolué. On trouve des traiteurs, on trouve des restaurants. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui a fait évoluer la restauration? Ce qui a fait évoluer la restauration, ça a été justement l'abondance des plats qui étaient proposés. Par exemple, pour Brillat-Savarin, la règle pour un restaurant, c'était de proposer aux clients au minimum 12 potages, 24 hors-d'œuvre, 15 ou 20 entrées de bœuf, 20 entrées de mouton, 30 entrées de volaille et de gibier, 16 ou 20 entrées de veau, 24 de poisson, 15 de rôti, 12 de pâtisserie, 50 sortes d'entremets, 50 sortes de desserts. Et si on fait le compte, ça fait tout ça 275 plats différents, à une époque où, faut-il le rappeler, n'existaient pas évidemment les plats congelés. Voilà. Donc il fallait au début du 19e siècle avoir à la fois l'abondance des produits et puis surtout proposer dans les grands restaurants parisiens en moyenne 225 plats, et jamais moins en tout cas de 185. Oui, et évidemment, aujourd'hui, quand déjà on voit une carte avec une centaine de plats proposés, on est bien content, parce qu'on a même l'impression d'avoir l'embarras du choix, alors qu'à l'époque, on avait quasiment le double. j'ai sous les yeux un menu d'un repas où il y a des potages, petits feuilletés, loup, mignon de bœuf jardinier, fond d'artichaut chantilly, chapon rôti cresson, salade de saison, fraises, romanov, petit four, dessert, fruits. C'est énorme pour un menu.
pour un repas. C'est énorme et puis ça supposait aussi d'avoir la possibilité d'avoir des fournisseurs sur lesquels on pouvait compter, ce qui, dans la période révolutionnaire, et Dieu sait s'il y a eu des révolutions pendant tout le 19e siècle, n'était pas toujours assuré. Et puis aussi la rapidité des transports. Parce que on va utiliser par exemple le chemin de fer pour des wagons pleins d'eau de mer qui contenaient des poissons encore vivants qui arrivaient à la capitale. Donc c'est comment dire, une logistique qui est extraordinaire. Euh, alors on pense évidemment à Vatel qui s'est suicidé parce que au temps de Louis XIV la marée n'était pas arrivée assez tôt, mais pendant tout le 19e siècle, on va être dans cette espèce de conjoncture où il faut jongler à la fois avec les produits et puis après en cuisine, être capable d'avoir tout un tas de choses qui mijotent, qui rôtissent, en même temps qu'on surveille la friture, enfin, etc. Donc c'est vraiment un travail de chef d'orchestre et on comprend que pour ça, il faille avoir vraiment affaire à des professionnels parce que n'importe quel cuisinier amateur ou la maîtresse de maison lambda ne pouvait pas réussir cette prouesse. Évidemment, ça a influencé la tenue à table parce que si on prend par exemple le cas des Romains, au temps des Romains, par exemple, on pouvait autoriser la possibilité de rôter à table, on pouvait autoriser le fait d'avoir un vent, enfin bon, on apportait même des urinoirs à table, on avait des cuvettes au cas où on serait pris d'indigestion. Il était possible en fait d'avoir tout un tas, si vous voulez, d'états de santé plus ou moins, enfin qu'aujourd'hui on condamnerait complètement et qui se réglerait dans les toilettes très discrètement, alors que là c'était des serviteurs donc qui essayaient chaque fois de prévenir un certain nombre de désagréments. Et alors, quelle est l'influence qui a fait évoluer ça? Alors, c'est-à-dire que petit à petit, s'est mis en place un savoir-vivre ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, par exemple, qu'il fallait éviter de se gratter la tête, qu'il fallait éviter de tuer une puce ou un pou au moment où on était à table avec les autres. On s'est aperçu également qu'il était préférable de rester poli, d'être aimable, d'être tranquille, ce qui prévenait aussi tous les comportements vulgaires, les interpellations, les insultes, voire les provocations et autres sottises qui pouvaient aller jusqu'au duel d'ailleurs. Parce que rappelez-vous, pendant tout le 19e siècle encore, on continue de se provoquer en duel. Donc ça, à table, c'était très mal vu. Après, on a mis en place aussi petit à petit des règles de propreté. C'était pas seulement donc les manières auxquelles on allait s'attaquer, c'était aussi le service. Et donc pour chaque personne, il était recommandé avant de passer à table, de bien par exemple se laver les mains. Donc on mettait à la portée des invités, comme on l'avait fait d'ailleurs déjà dans l'Antiquité, au Moyen Âge, de l'eau pour des ablutions. Alors évidemment, c'était plus ou moins sophistiqué selon là où vous étiez, mais enfin, ça permettait à chacun d'arriver à table en étant un peu soigné, ou en tout cas d'éviter que les clients ne se présentent en sueur ou malpropres. Voilà. Et puis après, jusqu'au Premier Empire, il faut savoir aussi qu'on a mangé avec les doigts. Ah bon? C'est-à-dire, on n'imagine pas que c'était à ce point prisé. Mais évidemment, quand je dis les doigts, ça voulait pas dire qu'on prenait à pleine main dans les plats. Mais on utilisait facilement 3 doigts de sa main. C'est pour ça qu'on disait manger avec les doigts. En fait, il y en avait que 3 en pince. Pour ça, on avait même des doigtiers qui permettaient de se servir pour les choses très chaudes.
Et les Anglais, par exemple, nous ont longtemps reproché aux Italiens et aux Français de recourir à la fourchette. Donc la fourchette existait depuis le XIVe siècle, mais elle a été très longue à se mettre en place. Parce que déjà au Moyen Âge, chacun avait son couteau et sa cuillère, mais après, c'est vrai que pendant très longtemps, on a continué à se servir de ses doigts. Il faut également avoir en tête que pendant très longtemps et jusqu'au milieu du XIXe siècle, il n'était pas rare que les gens, à tour de rôle, consomment dans la même coupe des liquides, des potages, des crèmes. Et ça, c'est évidemment des usages qui se sont petit à petit perdus et qui sont devenus même très mal élevés. À propos, Régine Acquier. Vous pouvez toujours nous faire part de vos réactions grâce au compte Twitter de l'émission #RCF à propos. Après avoir parcouru les siècles, nous nous intéressons maintenant à la tendance actuelle, qui est la mise en harmonie du cadre, de l'image et de l'histoire du restaurant pour un meilleur bien-être des clients. Pierre-Cyril Acquier, vous êtes designer et avez créé en 2012 votre entreprise Crayon à papier. Quelle est sa raison d'être? En 2012, j'ai créé ma société Crayon à papier, qui au départ réalisait essentiellement des identités visuelles, c'est-à-dire des logos, une charte graphique, des menus, des cartes. Et par la suite, quelques années plus tard, je l'ai fait évoluer en proposant aussi à mes clients, donc restaurateurs et patrons de bar, d'intégrer tout un volet design pour l'intérieur de leur lieu, et ainsi permettre une cohérence en fait, qui part du nom jusque pour un restaurant par exemple à la vaisselle que vous posez sur le mobilier sélectionné ou même dessiné. Ça veut dire en ce qui me concerne que oui, le but c'est vraiment de mettre en valeur le plat et que l'on comprenne immédiatement que tout l'univers autour soit vraiment dédié au fait de révéler le plat. C'est-à-dire on cherche finalement à en mettre le moins possible mais le mieux possible pour que le plat ressorte. Ce ne doit pas être toujours évident, car j'imagine que vos interlocuteurs arrivent avec des idées en tête précises, mais sans originalité. Quelle est la base du dialogue pour arriver à percevoir ce qui sera l'essentiel, fera l'originalité du restaurant? Il a déjà énormément d'idées en tête, mais j'ai la chance qu'ils arrivent souvent avec la capacité à changer d'avis en fait lorsqu'on discute.
bien souvent, moi, je pose des questions qui sont toutes simples. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Pour qui vous le faites? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on pense de vous? C'est-à-dire, si une tierce devait décrire votre restaurant, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il dise? Et à ce moment-là, c'est vraiment ces quatre séries de questions qui sont très importantes où je demande aux clients qui travaillent énormément dessus et qui me répondent pas à la va-vite parce que c'est vraiment la matière sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer en fait pour pouvoir ensuite décliner l'identité dont ils ont besoin. Donc oui, ils arrivent toujours avec certaines envies, certaines idées, avec aussi ce qu'on appelle des mood boards, c'est-à-dire des visuels qui prennent en compte d'autres restaurants, d'autres bars et d'autres logos, d'autres graphismes. Mais la plupart du temps, on s'en éloigne pas trop, mais enfin de l'univers du moins. Mais j'essaye toujours d'apporter une création et quelque chose qui ne serait pas trop déjà vu. Donc forcément, je leur demande des choses qui existent. Mais mon but aussi, c'est d'apporter des choses qui n'existent pas. Donc voilà. C'est finalement d'arriver à formaliser une histoire. C'est exactement ça. C'est d'arriver... finalement, moi j'essaie de tout réfléchir comme un logo. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, vous compreniez tout. En un mot, une phrase, un slogan, il faut que tout le restaurant puisse se résumer comme ça. À tout point de vue, que ce soit dans le mobilier, dans l'assiette, dans l'éclairage, dans tout. Il faut que tout découle d'une seule et même idée qui soit... compréhensible et lisible surtout. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Un exemple, je pourrais citer un restaurant que j'ai fait qui vient d'être étoilé cette année, donc c'est une belle actualité. C'est un restaurant qui s'appelle Leclerc, cuisine d'arrivage. Et pour lequel voilà l'idée ça a vraiment été finalement de se baser comme l'assiette du chef, c'est-à-dire le chef il utilise l'arrivage pour créer ses plats, c'est-à-dire la saison, il utilise la contrainte. Ce ne sont pas des recettes extrêmement complexes, tout est vraiment très lisible et finalement très logique. Et nous, dans la création du design et du graphisme, c'est vraiment ce qu'on a essayé de rendre. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur les matériaux existants dans le restaurant, vraiment sur les volumes existants, pour pouvoir ensuite mettre en valeur le mieux, finalement, l'assiette. Et de même, on a enlevé finalement tout ce qui nous paraissait superflu, comme tel que les nappes, les choses comme ça, et pour finalement se retrouver avec un maximum de matériaux bruts, simples, sobres, mais assez élégants. Ce principe de déclinaison d'une identité forte s'applique de la même façon, quelle que soit la complexité et la structure, tout en étant dans le dialogue que vous établissez avec le propriétaire. J'ai la chance d'avoir un client assez important qui possède des maisons liées à l'œnotourisme en France. Et donc, depuis 4 années, par étape, on a refait entièrement la maison de Noé Prat située à Marseillan, qui est un site touristique où on fabrique un vermouth, l'apéritif Noé Prat, et dans lequel, étape par étape, on a refait la boutique, 2 bars, la partie musée et une salle de réunion qui est dédiée à la location pour les séminaires. Et alors, qu'est-ce que vous avez amené de spécifique ? Disons ce que j'ai tenté d'amener, parce que c'est pas à moi d'en juger si j'ai réussi, mais en fait c'était l'idée d'avoir peut-être de rajeunir légèrement l'enveloppe qui était finalement dans son jus, ce qui est normal, mais j'ai essayé d'apporter à chaque étape et à chaque moment de la visite vraiment des codes clés de la marque. C'est-à-dire que, par exemple, la boutique, le dessin qui a été proposé pour faire la boutique, c'est finalement l'inspiration d'un pavillon Baltard, dans lesquels on pourrait retrouver un marché aux épices. Pourquoi pavillon Baltard? Parce que c'est à peu près la même époque que la date de création de la maison de Noé Prat. Et le marché aux épices parce que le vermouth de Noé Prat est un vin macéré avec des épices. Donc c'était vraiment, j'ai essayé de m'inspirer dans le design de tout l'historique pour que finalement on retrouve cet historique dans une étagère par exemple. Et vous avez pu faire évoluer le concept de base défini pour Noé Prat sans dénaturer, pour l'adapter à des lieux aussi différents que la boutique, les bars et même le musée. C'est d'ailleurs la suite, si vous voulez, c'est que avec ce concept de base, qui était ce que j'appelle la halle, donc la boutique à Marseillan,
C'est finalement donc une boutique, une structure métallique en fait, située à l'intérieur d'une pièce existante, qui fait 9 mètres de côté et qui est donc très symétrique, un dessin très carré, très cartésien. Et en fait, j'ai voulu garder cette même idée pour le bar qui s'appelle la grappe, mais là en essayant de le faire évoluer en considérant le volet un peu plus créatif de la partie bar à cocktail. Et donc du coup dans cette seconde pièce, cette seconde étape, j'ai conservé l'idée de la structure métallique, mais en ayant une forme beaucoup plus quasiment aléatoire, puisque la grappe représente vraiment une grappe de raisin. Parce que là, ce qui était important, c'était non seulement de montrer ce qui fait le Noailles Prat, donc le raisin, la grappe, parce que la base du Noailles Prat, c'est bien sûr du vin, et ceux qui font le Noailles Prat. Et donc, pour symboliser les grains de raisin, on a utilisé le savoir-faire de la maison, qui est en fait composé de deux tonneliers qui travaillent à plein temps pour faire un travail sur les cerclages des fûts, qui sont reçus des grandes maisons de cognac et de whisky, et recerclés avec un cerclage en acier galvanisé qui lui supporte le fait d'être exposé à l'extérieur, puisque ça fait partie d'un des process de création du vermouth, le fait de laisser les vins s'oxyder durant quelques mois à l'extérieur. Que votre client vous suive dans l'histoire que vous révélez, c'est normal puisque c'est la sienne. Mais comment faites-vous pour entraîner son personnel dans cette nouvelle révélation de cette histoire qu'il doit s'approprier? Je pense qu'il leur faut certainement un temps d'adaptation, mais j'ai la chance d'avoir affaire à des maîtres d'ouvrage qui sont en demande justement de changement et d'évolution, et qui donc dont que la nouveauté n'effraie pas, et finalement lorsqu'on arrive à leur expliquer que à travers la nouveauté, c'est l'histoire qu'on surligne, c'est là où ils nous suivent. Qu'en est-il des consommateurs? Même s'ils apprécient la beauté du changement, ils sont souvent réfractaires à la modification de leurs habitudes. Comment les entraînez, vous, sans les déstabiliser? En essayant de pas faire de faux pas, et justement que la logique ressorte en tout point. Par exemple, dans un bar à cocktail qu'on a dessiné récemment qui s'appelle Aperture. L'idée, c'est de jouer sur la lumière, puisque le nom était imposé par le client, et Aperture, c'est faire entrer la lumière dans un objectif de photo, puisque le client est passionné de photographie. C'est d'ailleurs ces photos qui sont exposées sur les murs de son bar. Et donc, on essaye continuellement de décliner ce thème sur tout, que ce soit dans le design intérieur, mais aussi sur les cartes, et le client lui-même, à travers la création de ses cocktails, essaye de poursuivre ce thème. Donc c'est d'ailleurs pas simple à faire parfois, parce qu'on a essayé de faire quelque chose d'assez épuré, d'assez moderne, et en contradiction avec l'ancien établissement du propriétaire, qui était lui un bar à cocktail qui s'appelle le Papa Doublé, qui était dans un esprit beaucoup moins épuré. Donc il y a vraiment comment on pourrait dire, un apprentissage qui doit être fait parfois par le propriétaire envers ses anciens clients, et de leur expliquer que ben oui, finalement c'est une évolution qui est nécessaire et utile, parce que s'arrêter de créer, c'est quelque part ne plus exister. Mais Martine Biard, est-ce que la nouvelle cuisine ne déstabilise pas plus le client que ce cadre nouveau? Alors si, certainement, parce que pendant longtemps, les clients sont venus pour manger ce qu'on appelait la cuisine d'Escoffier, c'est-à-dire une cuisine qui avait été mise en place au début du XXe siècle, avec des plats très élaborés, avec du gibier, de la volaille, des sauces, des bouchées à la reine, par exemple, des desserts très sophistiqués. Et en fait, on a là l'image du restaurant où on va parce qu'on est un bon vivant, avec la serviette blanche attachée autour du cou, et où en fait on vient pour se régaler, mais aussi pour manger beaucoup plus que d'habitude à la maison. Or, la nouvelle cuisine, à partir des années 1970, propose au contraire de faire du cuisinier non plus un réalisateur de recettes, y compris de recettes très complexes, mais d'avoir intégré ça, de le maîtriser et d'être capable
capable à partir de là d'une grande originalité, à la fois dans le choix de ses produits, et aussi dans tout un tas de recettes personnelles qui vont exalter les saveurs et apporter justement cette originalité qui fait que quand on va dans un restaurant aujourd'hui, eh bien on découvre finalement soit de nouveaux goûts, soit de nouvelles façons de préparer, d'accommoder les aliments. Donc ça suppose des produits de très grande qualité, ça suppose de la fraîcheur et puis ça suppose cette part de créativité et même de prise de risque qui fait que nous sommes surpris et que finalement on a aussi peut-être moins l'impression de manger en quantité, mais par contre davantage d'apprécier justement. À propos, Régine Acquier. Vous pouvez toujours nous faire part de vos réactions grâce au compte Twitter de l'émission, #RCF à propos. Créer une ambiance, c'est bien, mais nous l'avons vu, chacun cherche à lui donner du corps, à la faire vivre, et c'est le rôle de la sollicitation, les différents sens dont on l'a vu avec la mise de table. Bien Cyril, est-ce que raconter l'histoire d'un restaurant va jusqu'au choix de la vaisselle? Les clients sont finalement aujourd'hui mes amis, donc oui, on a des discussions continuelles sur tout type de support, que ce soit vraiment les cartes et jusqu'à vaisselle, coutellerie, verrerie. Je dis pas qu'ils m'écoutent jusque là parce que bien heureusement ils font leur propre choix et que je peux pas être là tout le temps et parfois ça les arrange bien puisqu'ils peuvent faire leur choix. Mais oui, je suis assez souvent consulté là-dessus. Ouais. Et est-ce qu'il faut être soi-même très fin gourmet pour faire ça? Il faut, je sais pas, oui, je pense que ça aide à comprendre quelque chose, mais c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être, oui, parce qu'on est un peu gourmet qu'on fréquente ce milieu-là et que du coup on a des clients là-dedans, en tout cas. C'est peut-être plus ça. On partage forcément des goûts, c'est sûr et certain. D'ailleurs, quels sont vos goûts, vos préférences en matière de vaisselle et de mise de table? Les choses assez épurées, très globalement. Voilà, moi, quand je dessine un restaurant, j'essaie de faire en sorte que la table elle soit d'un beau matériau. C'est vraiment le primordial pour moi. Je me heurte souvent à la réflexion de mes clients qui pensent par exemple que le marbre c'est froid. C'est un matériau assez difficile. Alors que finalement, tous ceux à qui j'ai proposé d'installer ça chez eux ne le regrettent absolument pas. Et finalement, on se rend compte que c'est déjà la première étape, c'est quand le client d'un restaurant arrive à table et puis pose les deux mains sur un plateau qui a une certaine texture, un certain motif, qui capte d'une certaine manière la lumière. C'est déjà l'expérience qui commence, quoi. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu nous partager votre métier finalement. Avec plaisir. Martine, quelle est l'évolution qu'a connue la mise de table? Alors l'évolution de la mise de table, elle a ses lettres de noblesse, c'est-à-dire que déjà dès, je dirais, la Révolution, on a des tables particulièrement luxueuses. Alors je vais prendre comme exemple le meilleur restaurant de Paris dans les années 1791-95, c'était chez Méo. Chez Méo, c'était quelqu'un qui était un ancien officier de bouche du duc d'Orléans et qui recevait donc dans son restaurant avec d'abord le passage dans un salon qui était très prestigieux, puis après on allait dans une salle à manger qui était elle aussi très luxueuse. Pourquoi très luxueuse? Parce que il y avait à cette époque-là l'utilisation de la faïence en particulier qui avait été mise en place d'une façon très sophistiquée grâce aux manufactures mises en place par Colbert sous Louis XIV. De la faïence, on va d'ailleurs passer petit à petit à la porcelaine au XIXe siècle, avec des services de pièces très décorées, très fragiles aussi, et des verres en cristal. Et puis surtout, chez Méo, il y avait au final la proposition d'une baignoire dans laquelle on pouvait s'isoler pour prendre un bain de champagne.
voyez, et puis la soirée pouvait encore se prolonger parce que on faisait venir du Palais Royal des jeunes femmes en général accortes et très coquettes qui pouvaient vous faire des massages à l'intérieur de cette baignoire pleine de champagne. Donc vous voyez que la notion de restaurant allait jusqu'à une espèce de libertinage autorisé et ce genre de, je dirais, de mœurs aujourd'hui serait interdit. Enfin, donc on a l'évolution là déjà au niveau des comportements qui a bien changé. L'utilisation de la mise de table telle que on l'imaginait donc à la fin du XVIIIe siècle va perdurer pendant tout le XIXe siècle, et il n'est qu'à voir les habits dont se revêtaient les personnes pour comprendre que les tables étaient de la même façon juponnées, dentelées, plissées, avec des passementeries, des broderies, un luxe au niveau de la vaisselle, de la verrerie, etc. Et puis arrive la République, et en particulier l'exposition universelle de 1889, qui va être une espèce de révolution dans la restauration. Alors on est sous la présidence de Sadi Carnot, Paris devient la capitale du monde et d'un empire. Désire mettre à l'honneur son industrie, sa science, son armée, son art, son savoir-vivre. C'est le moment aussi où on construit la tour Eiffel. Et évidemment, on ne peut plus penser l'accueil de la même façon. Et surtout, on va le standardiser, le rendre conforme. Donc, c'est à ce moment-là que la mode des tables va évoluer et qu'on adopte en France les fameuses nappes blanches dans tous les restaurants, des nappes fines mais quand même qui sont toujours blanches, la porcelaine de la même couleur. Alors dans certains cas il peut y avoir un logo, on disait autrefois un blason, il peut y avoir des liserés d'or sur les assiettes, mais elles restent toujours en porcelaine blanche. Et puis, selon évidemment le niveau du restaurant, on va avoir des verres de cristal taillés, mais sans autre décor, ou des verres en verre. Et plutôt que des coupes d'orchidées qui avaient été mises à la mode au moment de la grande vogue de l'orientalisme, on va choisir plutôt des bouquets de fleurs, mais des fleurs simples, voire même des branches fleuries. Alors c'est là qu'on va arriver sur certaines tables, des branches de cerisier en fleurs ou de prunier en fleurs qui sont très jolies aussi, mais qui vont aller vers plus d'élégance, de simplicité, de chic à la française. Service à la française ou service à la russe, à quoi fait-on lui? Alors, le service à la française consistait un peu à faire ce qu'on appelle aujourd'hui un buffet, c'est-à-dire un endroit où on mettait en place tous les plats, qu'ils soient froids ou qu'ils soient chauds, avec évidemment la possibilité d'avoir des chauffe-plats. Et à partir de là, au fur et à mesure du désir des convives, eh bien, on servait soit un entremets, soit de la volaille, soit du gibier, etc. Mais tout était déjà mis en place. C'était ça le service à la française. Mais à partir du moment où on passe au service à la russe, et ça c'est à la fin du XIXe siècle, on arrive davantage à ce qu'on appelle aujourd'hui le service en restauration, c'est-à-dire où on vous porte le plat chaud, chaud en tout cas à la bonne température, et au moment où il faut, c'est-à-dire au moment du menu où vous en êtes. Donc, tout le monde mange en tout cas au même rythme, en fonction du menu. C'est le serveur qui vous sert. Voilà.
Et le Donc, service à l'anglaise, c'est le service à l'assiette. alors, le service à l'anglaise, ça a plus à voir avec la mise de table, c'est-à-dire une mise de table qui va être fantaisie, alors que la table à la française correspond à cette conformité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire nappe blanche, vaisselle blanche et bouquet de fleurs simples selon les saisons. Et je dirais que le modèle à la française va faire référence dans le monde entier parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un restaurant, même le plus select, eh bien, en général, vous trouvez comme ça des tables, je dirais, uniformément mises. Et puis, par contre, un service à la russe, c'est-à-dire le fait que le serveur vous porte quand il juge que c'est le moment et que vous avez terminé votre premier plat, un autre plat, mais à point, c'est-à-dire servi à la chaleur souhaitée. Oui, mais Voilà. compte tenu maintenant de soin que l'on apporte à la présentation de chaque plat, on a tendance à servir à l'assiette. Oui, bien sûr, mais c'est, enfin, à part dans les buffets où vous vous servez vous-même, mais sinon dans tous les restaurants, c'est devenu maintenant la règle. La notion de repas a elle-même évolué. La notion de repas a évolué parce que, par exemple, pendant longtemps, un repas au-dessus de 24 couverts était la règle, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment l'exception et la mode, si vous voulez, ça va être davantage, d'être en petit comité, de pouvoir, favoriser la convivialité, l'échange, le problème étant de déguster, de profiter du moment qui passe, d'être ensemble, plutôt que de se remplir la panse d'une façon, comment dire, d'une façon. Oui, on vient plus au restaurant pour le côté convivial finalement que pour se nourrir vraiment. Voilà, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'avoir fait un bon gueuleton, excusez-moi l'expression, et puis de terminer en chantant. C'est plutôt justement d'apprécier un moment rare finalement qui va servir après de support à des souvenirs d'exception. Voilà. Alors cela entraîne certainement une adaptation des professionnels. Oui, dans la mesure où il faut être à la fois attentif à l'ère du temps, mais de toute façon, la profession a toujours montré qu'elle avait de l'avance sur son temps, parce que même au moment de l'exposition universelle de 1889, on était dans un souci de simplicité, de sobriété élégante, alors même que les convives, eux, étaient encore avec des chapeaux de forme et les femmes avec des des chapeaux qui, eux, ressemblaient à des abat-jours, mais qu'on gardait quand même pour manger, des robes qui prenaient beaucoup de place. Enfin, on pourrait parler de l'évolution de la mode. Et alors que les tables, elles, étaient devenues beaucoup plus simples. Alors que on va s'apercevoir qu'avec, par exemple, Coco Chanel, on s'approche davantage d'un type de femmes qui correspond davantage à ce fameux design qu'on met en place là au début du siècle et qui va évidemment trouver son épanouissement après la guerre de 14-18. En revanche, je crois que la nouvelle cuisine dans les années 1970 a aussi surpris les habitués des restaurants, au sens où on arrivait là en petit comité ou en famille, mais en tout cas on arrivait là avec un certain nombre de plats en tête qu'on ne pouvait pas réaliser à la maison et qu'on avait l'impression de
d'être habilité à retrouver, alors que au contraire les professionnels donc de la nouvelle cuisine ont essayé de montrer qu'ils avaient plusieurs tours dans leur sac. En fait, c'était devenu des magiciens qui étaient là pour nous surprendre, pour nous habituer aussi à de nouvelles habitudes gustatives. Alors vous avez des gens comme André Guillot, comme Michel Guérard, comme Joël Robuchon, ou Roger Verger, qui ont justement essayé d'attirer notre attention, ou Marc Vera, vers la subtilité justement des goûts, en introduisant par exemple des plantes, des herbes, en faisant en sorte de miser sur l'harmonie des saveurs, plus que sur la quantité de la nourriture apportée. Oui, voilà, en conclusion, parce que nous arrivons à la fin de l'émission, on peut dire, je crois, qu'on a évolué du plaisir, entre guillemets, de manger, d'être de gros mangeurs, vers celui de mettre en harmonie tous les sens, d'éveiller tous nos sens. La vue avec la mise de table, le goût, bien sûr, pas par les plats, et de vivre cette harmonie. Oui, et puis aussi de nous habituer à l'art du marché, parce que aujourd'hui, un chef, c'est aussi quelqu'un qui sait faire la différence entre les produits et nous mettre en contact avec leur qualité, à la fois en termes de fraîcheur, de rareté et de plaisir gustatif. Donc il y a cet art aussi du marché et du potager, je dirais, qui fait que le chef suit sur toute la, a une idée finalement de l'évolution du produit qu'il va vous servir dès le fournisseur jusqu'à la dernière intervention qu'il va faire et le consentement pour que ça passe justement en salle. Eh bien, il y a vraiment le souci là de gérer toute la gamme possible finalement de la réjouissance, de la jubilation gustative. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Martine, de nous avoir proposé ce thème d'émission qui nous a permis de rejoindre l'actualité au moment où les restaurants rouvrent après 9 mois de fermeture. À la fin de cette évocation de l'histoire des lieux de restauration, je vous propose, Martine, en guise de conclusion, d'écouter le témoignage de Lionel, le patron de l'Épicurien, restaurant installé près des Halles Les Sacs à Montpellier. Il représente dans cette lignée que vous avez évoquée ce que les clients apprécient aujourd'hui. Je suis en compagnie de Lionel, qui est le patron de l'Épicurien, un restaurant qui est installé près des Halles Les Sacs à Montpellier. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me présenter votre restaurant ? Alors nous, c'est un restaurant du midi. On fait principalement un plat du jour qui est régulièrement changé chaque jour, avec des plats à la carte, tout ce qui est salade. On fait aussi de la bavette, on fait de la sèche, on fait du poisson, tartare de saumon. On a une petite carte à côté qu'on réactualise régulièrement. Mais on est principalement sur un repas du midi. On n'est ouvert que le midi. Alors, je crois que vous êtes restaurateur depuis longtemps. Oula, oui, je suis restaurateur depuis l'âge de 16 ans, donc ça fait 40 ans. Alors pourquoi avoir choisi, vous avez ouvert il y a 4 ans ici ? Il y a 4 ans, on a repris ici en décembre, oui. Et pourquoi avoir choisi cette structure ? La structure, au début, on a visité pas mal d'endroits sur Montpellier. Après, on savait qu'il allait y avoir les Halles Les Sacs qui allaient ouvrir, ce qui nous a incité aussi à choisir ce secteur. En plus, on est plus ou moins, je dis pas les seuls, mais dans cette rue, on a quand même comment ça s'appelle, de vin en face. C'est assez diversifié, donc ça attire pas mal de gens. En plus, c'est une artère où les gens passent systématiquement par cette rue pour accès aux halles. Donc ça nous a fait choisir ce quartier-là, quoi. Vous étiez déjà patron d'un restaurant ? Oui, on était un patron d'un restaurant dans l'est de la France qu'on a tenu pendant une 20aine d'années, avec 2 terrasses, un grand parking au bord d'un plan d'eau. Et ce qui nous a fait choisir, c'est vrai que c'était un métier très 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 prenant, et on s'est dit on va prendre une petite affaire sur Montpellier
Oui, ça vous a permis d'avoir une vie personnelle, je pense, plus agréable. Exactement. C'est vrai qu'au niveau de la vie personnelle, la vie de tous les jours, c'est vrai que ça change beaucoup parce qu'avant, on commençait à 7h30, 8h le matin, on finissait à 1h, 2h avec du personnel, avec du monde et c'était très, très, très prenant, quoi. Très plaisir de reprendre. Alors, économiquement, ça vous a placé dans quelle situation? Alors économiquement, ça a été pas si compliqué que ça parce qu'on a quand même bénéficié des aides de l'État. Comme on est une petite structure, donc on a pu... ça s'est très bien passé. Et contrairement à d'autres sociétés où il y a du personnel, où il y a des gros loyers à payer. Mais non, ça s'est bien passé. Le plus dur, c'était moralement. Alors, si nous parlons maintenant du restaurant, quel est le point sur lequel vous faites le plus attention? Le plus attention, ça va être sur la cuisine. Karim s'occupe vraiment des plats, il soigne les plats, la décoration, ça fait beaucoup aussi. C'est des plats de produits frais, c'est tout cuisiné sur place. Il n'y a pas de surgelé, de plats préparés surgelés. Et c'est ce qui attire un peu les clients parce que bon, les gens ne cuisinent quasiment plus maintenant. Hein, donc le fait d'avoir une cuisine traditionnelle et de cuisine de maison dans un restaurant, c'est quand même plus appréciable, quoi. On disait dans la propos qu'au XVIIIe siècle, un restaurant qui se respectait avait 275 plats à sa carte. Oui. Combien en avez-vous, vous? Combien de plats à la carte? Combien de plats à la carte par jour? On est à peu près dans les combien? Ouais, on fait 20 plats différents, 20-25 plats différents, oui. Oui, parce que j'imagine que le nombre de plats à la carte, c'est aussi lié au nombre de personnes en cuisine. Il faut qu'ils puissent gérer. Pas forcément. Ce qu'il y a, c'est que bon, nous, on est quand même dans le métier depuis longtemps. Donc après, bon, les salades, tout ça, ça va vite à préparer. On n'est pas obligé d'avoir une grosse brigade. Là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on travaille tous les deux. Moi, je suis en salle, je suis cuisinier de formation aussi. Karim est cuisinier aussi. Ça fait des années qu'on se connaît. On travaille ensemble depuis des années. Donc, on arrive à gérer assez facilement, quoi. Ça se passe bien. Alors, quel type de clientèle avez-vous? Clientèle, c'est beaucoup des gens de bureau et des commerçants le midi. Quasiment tous les commerçants viennent manger, voire jusqu'à 3 fois par semaine. Et beaucoup de gens de bureau, de passage, des gens qui quittent la banque. Là, on a beaucoup de banques aussi, la BPS, les banques viennent manger. Et l'été, après, on a les touristes. Nous, en plus, on sert jusqu'à 16h, 16h30 en été. Donc, les touristes viennent plus facilement manger à 15h, par exemple. Pharmaciens aussi, par exemple, ils viennent manger vers 15h. Ça dépend les pauses. On ne ferme pas à 14h, quoi. Vous avez soit plat entrée les desserts, soit plat dessert. Alors, qu'est-ce que les gens privilégient en général? Les gens, en général, prennent un plat. On a des grosses salades, c'est un plat. Entrée, plat, dessert. Non, le midi, c'est plus manger sur le coup. On fait rarement entrée, plat, dessert. C'est plus plat, dessert. Qu'est-ce que les gens privilégient? Un plat cuisiné, une salade? Oui, en général, c'est plus le plat du jour qui change régulièrement. Après, maintenant, l'été, comment? Oui, risotto, salade. Mais ce qui marche le plus pour l'instant, c'est le plat du jour. Surtout qu'on a des gens qui viennent régulièrement manger, donc au moins tous les jours, ils mangent quelque chose de différent. Et ça, on fait à la semaine, tous les dimanches, on établit les menus de toute la semaine. Donc ça, on fait nos achats. En plus, on a l'avantage à ne pas avoir une grosse structure, donc régulièrement, ça tourne et toutes les semaines, il y a des nouveaux produits, des produits frais, quoi. Donc quelqu'un qui vient tous les mardis ne mangera jamais la même chose? Ah non, jamais. Non, ça peut se renouveler sur 1 mois et demi, 2 mois. Par exemple, comme on fait souvent des sèches, des encornets farcis, on essaye de les faire au moins une fois par mois parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent pour ça, qui aiment bien les sèches farcies. Mais en général, oui, d'un mardi à l'autre, ça change régulièrement. Et en conclusion, quel est le bilan que vous faites de ces 4 années d'ouverture? Alors, le bilan, il est très satisfaisant parce que c'est vrai que quand on a quitté la Lorraine pour s'installer à Montpellier, c'est pas que c'était compliqué, mais c'était énormément de travail, on avait quasiment plus de vie privée. Là, on revit parce qu'on est déjà dans un endroit, Montpellier, il fait beau, il y a la mer à côté, on travaille les midis, on a un cadre de vie qui est complètement différent. Et d'autant plus, ça nous motive pour travailler parce qu'on fait des belles choses, on se fait plaisir à servir les gens, à cuisiner. On n'est pas pris dans le stress d'une grosse structure ou de choses comme ça, quoi. C'est vrai qu'on apprécie vraiment le fait d'être là et en aucun cas on regrette. En 4 ans qu'on est là, on a vu le chiffre a bien évolué et ça se passe très très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu témoigner. Ben, je vous en prie. Et je pense que nous avons bien saisi qu'aller au restaurant maintenant, c'est une fête de tous les sens et une fête de la convivialité aussi. Merci beaucoup Martine. Pierre-Cyril Acquier, qui nous a fait partager son métier de designer. Je vous remercie aussi à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de RCF.